Bonjour, ici Michel Lacombe pour l'émission Le 21e, une série de rencontres avec des personnes dont l'esprit marque le début de ce millénaire. Aujourd'hui, un professeur de philosophie de l'Université McGill, membre de la Commission sur les accommodements culturels et religieux, un disciple de Charles Taylor, Daniel Weinstock. Daniel Weinstock, bonjour. Bonjour. Alors, je vais emprunter vos mots pour vous présenter un peu puis vous peindre. Je suis né à Montréal, j'ai fait ma carrière ici et j'y ai également fondé une famille. Mes enfants ont tous fréquenté l'école publique franco-québécoise. Ils parlent le français avec un accent québécois que je n'aurai jamais autant qu'eux, 2 filles et un garçon. Je n'ai jamais eu qu'un chez moi. Je n'ai jamais véritablement considéré vivre ailleurs qu'ici. Et je poursuis, je suis juif, issu d'une famille européenne de gauche, qui a été dispersée aux 80 par les séismes du siècle dernier. Je ne suis ni pratiquant ni croyant, même si je suis profondément attaché à certains aspects de la culture juive. Cela ne m'empêche pas de m'identifier tout autant à la culture que nous avons façonnée dans ce petit coin d'Amérique. Un personnage pas simple au départ. C'est moi qui ai écrit ça? Oui, vous avez dit ça de vous. Je le revendique toujours. Oui, mais oui, alors comment se fait-il que vous ayez été élevé en français ici alors que votre père est polonais, qu'il a fait la guerre, qui est arrivé ici en réfugié pour rejoindre la famille? Comment se fait-il que... faut savoir que, vous savez, les Juifs d'Europe de l'Est qui parlaient le yiddish, le russe, le polonais, le hongrois, etc., il n'y avait aucune raison, a priori, qu'ils arrivent ici et qu'ils parlent davantage l'anglais que le français. Oui. Si la communauté juive montréalaise et surtout la communauté juive historique, donc issue de l'Europe, parle davantage l'anglais que le français, c'est parce que, il faut bien le dire, les écoles francophones, essentiellement les écoles catholiques francophones, oui, n'en voulaient pas et les ont envoyés avant qu'il y ait un réseau d'écoles juives qui se soit créé. Oui. Tous les grands intellectuels juifs montréalais ont fréquenté des écoles protestantes parce que c'est elles qui ont bien voulu les accueillir. Donc, anglaise, parce que la Commission des écoles catholiques de Montréal refusait les gens qui n'étaient pas catholiques. Voilà. Donc, il y a une histoire alternative de la communauté juive montréalaise qui aurait très bien pu être celle de Juifs intégrés aux écoles francophones, mais pour des raisons historiques qu'on connaît, cela n'a pas été le cas. Et alors donc, vous, alors moi, il est arrivé quoi? Ma mère était une Hongroise. Oui. Mon grand-père est mort très jeune. Je ne l'ai jamais connu. Ma mère avait 3 ou 4 ans quand il est mort. Et ma grand-mère a décidé qu'elle voulait quitter l'Hongrie, qu'elle voulait mettre derrière elle le monde dans lequel elle avait grandi et rempli de tristesse pour elle avec la mort de son mari. Elle a décidé sur un coup de tête de s'établir en France. Et pour des raisons que j'ignore un peu, elles se sont retrouvées, donc ma grand-mère et ma mère et sa sœur, 3 femmes, donc, dans un village de la Dordogne. La guerre éclate et les villageois adoptent donc ces 3 femmes, cette femme et ses 2 enfants, et les cachent donc du gouvernement de Vichy comme étant des Françaises. Donc ma mère a vécu en France pendant plus de 20 ans, nationalisée française, naturalisée française. Je suis moi-même détenteur d'un passeport français. Et quand elle est arrivée à Montréal en 59, pour ce qui ne devait être que quelques mois pour s'occuper d'une affaire d'un de mes oncles, elle était vraiment bien française, francophone, et il n'était pas question pour elle d'avoir un enfant qui ne serait pas élevé en français. Et donc, non seulement j'ai été élevé en français à la maison, mais j'ai fréquenté une école, un lycée français, le collège Stanislas, qui était vraiment à l'époque très français. Collège Stanislas à Montréal, qui est toujours français, très français. Voilà, dans Outremont. Où même les citoyens français vont voter pour le président de la République. Et j'en suis, puisque, encore une fois, j'ai acquis ce beau cadeau de la citoyenneté française et donc maintenant européenne par ma mère. Que donc, vous décrivez comme un bagne. C'était un peu le bagne. Je dois dire que le lycée français de l'époque, c'était un univers un peu carcérale. Mes enfants ont tous fréquenté une école alternative où les règles sont un peu plus souples. Et quand je vois leur école, je me dis, mon Dieu, que j'aurais voulu fréquenter une école comme ça. Ce n'était pas toujours rose. La discipline, la rigueur étaient de mise. J'ai sûrement acquis quelque chose de cela, mais j'en garde pas un souvenir très très joyeux. Votre père est un personnage, officier de l'armée polonaise, fait prisonnier,
libéré, survie en Ouzbékistan. Ouais, mon père est un personnage qui a vécu, disons vraiment, c'est un film en quelque sorte. C'est un type très modeste, un petit bonhomme qui n'aime pas trop parler de lui-même. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des éléments de son histoire que je ne possède pas complètement. Donc, il était effectivement officier de l'armée polonaise, officier juif dans l'armée polonaise, ce qui normalement statistiquement aurait voulu dire que avec dans la guerre, la majorité des officiers ont été exécutés dans le massacre de Katyn, etc. Il a été capturé, il a été mis en prison et donc il a fait 3 ans dans un camp de travaux forcés en Sibérie. Il a survécu. Et quand il a été libéré vers l'Est, donc on lui a permis séjour seulement dans un certain périmètre donc de l'Empire soviétique et il a passé 3 ans, les dernières années de la guerre, dans les provinces ouzbèques, kirghizes. Donc il a des histoires absolument savoureuses à nous raconter. Arrivé à Montréal en 47 pour repartir sa vie. Et là, petit métier, puis restauration. Alors l'histoire se complique et on pourrait passer toute l'heure à ne parler que de la famille de mon père. En fait, mes grands-parents paternels se sont établis à New York au tournant du siècle, au tournant du 20e siècle, avec la grande exode juive d'Europe de l'Est. Ils sont arrivés à Ellis Island comme des milliers d'immigrants juifs. Ils ont fait plusieurs enfants à New York, les aînés. Et ma grand-mère était très malheureuse. Et ils ont décidé, figurez-vous, de retourner en Pologne. Ce qui était quand même quelque chose de quitter le Nouveau Monde, quitter New York, qui n'était pas toujours une vie facile, mais quand même un peu plus teinte d'espoir que la Pologne. Ils sont retournés en Pologne, laissant derrière eux quelques-uns de leurs enfants avec des oncles, des tantes. Ils ne les ont jamais rapatriés. Et mon père, 12e de 12 enfants, est né à Varsovie en 1912. Mais quand il est revenu à Montréal, il avait donc déjà 4 frères qui étaient ici qui étaient déjà qui avaient quitté New York, s'étaient établis à Montréal. Okay. C'était donc les retrouvailles de famille en 47 quand mon père est arrivé ici. Vous dites mes parents n'étaient pas des intellectuels, mais c'est une famille quand même où il y a une vie intellectuelle. D'abord, votre père est un grand lecteur, dites-vous. Et puis, vous avez des oncles. Oui. Et puis, qui sont très à gauche. J'avais un oncle communiste qui, jusqu'au jour de sa mort, a été interdit de séjour aux États-Unis. Il n'a jamais pu aller aux États-Unis parce qu'il était fiché comme étant non pas seulement un fellow traveler, comme on les appelait à l'époque, mais un membre du Parti communiste. Et un fellow traveler, c'est-à-dire quelqu'un qui avait des sympathies, qui voyageait avec le parti sans en être membre. Alors, ce qu'on appelle un pinky en anglais. C'est quelque chose comme ça. Oui. Alors, la communauté juive de Montréal à l'époque, il y avait un mouvement syndicaliste, un mouvement ouvrier qui avait des racines dans le vieux pays. Et mes oncles faisaient partie un peu de ce monde-là. Mes plus vieux souvenirs sont les repas du vendredi soir, qui normalement est un souper, disons, plutôt religieux, mais qui pour nous ne l'était pas du tout. Mes parents et mon père étaient anti-religieux à en finir. Mais on se réunissait. Comme vous? Je ne suis pas religieux, je suis athée, ce qui étonne parfois les gens puisque j'ai passé pas mal de mon temps ces dernières années à défendre les libertés religieuses. Oui, mais ce que je dis souvent aux gens, c'est que je le fais pas parce que j'aime la religion, mais parce que j'aime la liberté. Mais donc, oui, il y avait des discussions politiques à n'en plus finir, qui finissaient par virer vers le yiddish lorsque ça chauffait un peu trop. Mais c'était toujours une maison pleine de livres. Mon père était un homme de... Est-ce que vous parlez yiddish? J'en ai des bribes et je le comprends un peu, mais à mesure que, c'est une culture... Mais là, vous avez quel âge? Vous écoutez ces discussions-là enflammées? Écoutez, ce sont parmi mes plus vieux souvenirs. Vous savez, les souvenirs de quand j'avais 4-5 ans. Il y a un de ces oncles-là qui est mort quand j'avais 4 ou 5 ans. Okay. Et j'en ai encore un vague souvenir. C'est quelque chose qui était un peu la vie de la maison jusqu'à ce que je quitte la maison autour de 18 ans. Vous êtes combien d'enfants? On est un. Ah, vous êtes seul. Je suis un. Okay. Mes parents étaient âgés quand je suis né, donc déjà d'en avoir un, c'était beau pour eux. Alors j'ai été élevé en famille. Alors quand vous dirigez vers l'université, il n'y a pas d'étonnement là. Non, il n'y a pas d'étonnement. Et une chose dont je me rends compte, je me rendais pas compte. Pleine valeur à l'époque, c'était que mes parents m'ont vraiment appuyé à faire ce que je voulais faire. Il y a beaucoup de pression familiale et maintenant que je suis père, je comprends et je sympathise avec les pressions qu'on émet parfois. 3 enfants, un garçon, 2 filles. Un garçon, 2 filles. Je voulais faire des lettres, je voulais faire de la philo, je voulais pas devenir avocat, je voulais pas devenir médecin, je voulais pas aller donc vers une de ces filières sûres qui m'auraient assuré un avenir professionnel. Libérale. Voilà. Je ne le voulais pas, mais beaucoup de mes amis l'ont fait
et ont fait des carrières brillantes et très intéressantes dans bon nombre de cas. Moi, c'était plutôt la vie des idées qui m'intéressait et mes parents m'ont toujours vraiment appuyé dans ce sens. J'ai presque l'impression que pour mon père, si j'avais décidé de faire droit ou médecine, ça l'aurait un peu déçu. Je pense que mon père aimait bien dire à ses amis que son fils était un philosophe. Ah bon? Je pense, oui. Il est mort en 99, donc ma carrière était bien entamée et je pense que c'était un peu une carrière qu'il aurait aimé pour lui-même si l'histoire l'avait traité un peu autrement. Daniel Weinstock nous raconte maintenant comment il est devenu professeur à l'Université de Montréal. Vous le retrouverez sur le site du 21e à Radio-Canada. Philosophe, ça veut dire professeur? Ça veut dire professeur, donc des études à Oxford. J'ai eu la chance de travailler, en fait, d'étudier dans une des grandes universités du monde en Angleterre. J'y ai passé 4 ans. J'ai fait un postdoc à New York, à Columbia, et c'est un peu le hasard qui a fait que je me suis retrouvé à Montréal. C'était pas le plan, en quelque sorte. Ah bon? Un jour, j'avais rencontré pendant un été, j'avais sympathisé avec un philosophe qui est lui-même devenu célèbre, que vous connaissez sans doute de par ses interventions, qui est Michel Seymour. Oui. Michel et moi avions sympathisé, je m'en souviens, au moment d'un festival des films du monde, à l'époque où les festivals du film du monde étaient quelque chose d'un peu plus conséquent à Montréal qu'il ne l'est actuellement. Oui. Nous avions beaucoup... s'en souvient. Oui. Oui. À l'époque, donc, on parle des années, début des années 90, c'était un peu l'époque... En fait, c'est avant le Festival du film de Toronto, quoi. Voilà. Oui. C'était l'époque glorieuse du festival. Oui. On se retrouvait dans les files d'attente et on avait beaucoup sympathisé, on avait beaucoup discuté. Et un jour, vers la fin de mon séjour à Oxford, j'avais une offre d'emploi en Angleterre, à l'Université de Manchester. Michel m'appelle et me dit, écoute, Daniel, on va ouvrir un poste dans ton domaine à l'Université de Montréal. Pour moi, le monde universitaire francophone, j'avais fait toutes mes études pré-universitaires en français, mais à l'université, ensuite, j'avais fait McGill, Oxford. Je me dirigeais vers une carrière plutôt anglo-saxonne, peut-être en Angleterre même. Et le téléphone sonne, Michel me dit, il y a un poste qui va s'ouvrir, tu devrais rencontrer notre directeur à ton prochain passage à Montréal. Et je l'ai fait, et donc l'histoire a suivi son cours. Ma femme a trouvé un poste à McGill et nous nous sommes établis en 93. Sauf que ça a été votre condamnation. Vous êtes devenu éthicien. Je suis devenu... Métier que vous n'aimez pas, dites-vous. Un peu on finit toujours un peu par réagir des circonstances qui nous sont imposées. Marc disait que l'homme fait l'histoire dans des conditions qui ne sont pas toujours de son choix, et je pense que c'est vrai des individus. J'ai fait une thèse très 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 abstraite philo qui portait sur Kant, et je m'attendais à faire vraiment des trucs. Quoi précisément? Le concept d'autonomie chez Kant. Donc il y a quand même... Ouais, ok, on est dans la haute philosophie. Il y a un filon, l'autonomie individuelle, c'est quelque chose qui me tient toujours à cœur. Mais un jour, la faculté de médecine de l'Université de Montréal avait décidé de réformer son programme et d'inclure un cours d'éthique politique, de la santé. Et comme j'étais le dernier arrivé, à qui on pouvait tout demander et qui ne pouvait dire rien, à quoi que ce soit, on m'a dit, c'est toi qui vas monter le cours. Je l'ai monté. Ça m'a plu. Ça a plu, je crois, à la clientèle. Et ça m'a dirigé vers des domaines de réflexion plus franchement éthiques que ceux auxquels je me serais attendu, sur la base de ce que j'avais fait pour ma thèse. J'ai lu quelque part que vous détestez ce mot éthique, éthicien. J'aime pas tellement. Vous trouvez que c'est un côté pratique, un côté vendeur d'opinion? Que c'est un côté pratique, ça pas du tout. Je revendique complètement maintenant le fait que je suis quelqu'un qui traite de problématiques vraiment très concrètes, très terre à terre. Je crois que la philosophie peut faire œuvre utile pour orienter les débats de société. Elle ne plane pas au-dessus, elle peut vraiment être présente dans la cité. Ce que je n'aime pas avec le mot éthicien, et surtout avec les consonances que le mot éthique, je crois, a particulièrement au Québec. Au début de ma carrière, quand on me demandait d'intervenir à la radio ou à la télé pour commenter tel ou tel événement, j'avais presque l'impression qu'on me regardait comme si j'avais presque une soutane en me présentant comme éthicien. L'éthicien, c'est quelqu'un qui faisait ce que le prêtre faisait avant, c'est-à-dire donner la bonne réponse. Pour moi, l'éthicien devrait être quelqu'un qui aide à organiser le débat public, à faire de sorte que le débat public porte vraiment sur des enjeux qui sont bien définis, ce qui est pas rien là quand on regarde la manière que nos débats ont parfois tendance à tourner, mais pas à donner des réponses toutes faites. J'avais souvent l'impression, et c'est une expression qui n'a pas complètement disparu, que on me voit comme étant celui qui parle avec la voix de l'éthique, avec un E majuscule, et que cela me permet de statuer de manière très affirmée sur toutes les grandes questions de la cité, ce que j'essaye d'éviter quand même un peu.
Est-ce que c'est pas la posture du philosophe, ça, quand même? C'est la posture du philosophe. Je crois que c'est la posture du philosophe. Le philosophe doit avoir comme principale vertu, comme principale visée, la clarté, la précision, de ne pas esquiver les vraies questions, de ne pas se cacher derrière des simplifications faciles parce que la réalité est complexe et difficile. Donc, pour moi, la philosophie, l'éthique, c'est en quelque sorte deux mots pour désigner un peu la même chose. Ah bon? Parce que la philosophie, pour le public, c'est souvent... on donne ça comme un synonyme de pelleteux de nuages, Oui. Réflexion de tellement haute volée que c'est un peu inutile. C'est pas très pratique. On peut pas appliquer ça. C'est trop conceptuel, c'est trop large, c'est trop... l'esprit est trop engagé dans la réflexion. Alors qu'éthicien, c'est justement... On demande une réponse à l'éthicien. Ouais. Est-ce que c'est bien ou mal? La philosophie a eu, je crois qu'il y a eu des philosophes qui ont été des pelleteux de nuages et qui ont plutôt tenté de brouiller en utilisant un vocabulaire, un langage abscon, complètement détaché du langage qu'utilise le commun des mortels. Bon, pour se faire je pense à une certaine école française. Ben écoutez, il y a des modes, il y a des modes françaises, il y a des modes allemandes, américaines aussi. Je pense qu'il y a aucun pays au monde qui a été complètement à l'abri du phénomène de la philosophie, je dirais absconde. Mais l'abstraction n'est pas nécessairement, je dirais, synonyme de manque de clarté. Mes amis logiciens ont beau traiter d'objets extrêmement abstraits, mais ils traitent d'objets abstraits pour essayer de leur apporter de la clarté. Pour essayer d'apporter de la clarté, par exemple, à la manière par laquelle nous raisonnons. C'est détaché des réalités de monsieur et madame tout le monde, mais c'est quand même important pour comprendre la vie de l'esprit, pour comprendre comment notre cerveau fonctionne. Il faut essayer d'apporter de la lumière à ces questions-là également. Alors, vous avez été à l'Université de Montréal en éthique, et là, vous êtes à McGill en éthique, la chaire d'éthique et de philosophie politique à McGill. Vous êtes pris avec ce rôle-là, le rôle pratique de, dans le fond, que vous le vouliez ou non, dire si c'est bien ou mal. Non? Jusqu'à un certain point, oui. J'essaye de faire quelque chose d'un peu différent, qui est, encore une fois, de faire de sorte que les débats sociaux portent sur les vrais enjeux. Je pense que nous avons une tendance, peut-être naturelle, mais je la trouve particulièrement exacerbée au Québec ces temps-ci, à avoir oublié un peu comment débattre. Avoir oublié un peu comment débattre pour que le débat porte vraiment sur la réelle complexité des questions. Nous avons une tendance à nous caricaturer les uns les autres. Je pense au débat que nous avons actuellement autour de la Charte des valeurs, de la laïcité, de la religion, etc. Mais j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années, par exemple, à réfléchir à la question du statut légal que devrait avoir l'aide médicale au suicide dans des cas de personnes très, très malades. Et là encore, j'ai trouvé que le procès d'intention, la caricature de la position de l'autre faisait souvent office d'argument. C'est quelque chose que j'essaye d'éviter cela, j'essaye de faire de sorte que ma contribution soit de complexifier le débat. Même quand je prends une position, j'essaye de faire de sorte que ce soit une position qui, d'abord, prenne au sérieux les arguments des autres, et qui, deuxièmement, ne soit pas une position simple. Si nous nous dépatouillons sur des questions comme celles que je viens de mentionner et d'autres, plutôt que de les laisser simplement à des administrateurs pour nous trouver des réponses, c'est parce qu'elles sont réellement complexes. Il ne faut pas perdre cette complexité de vue. On va en reparler en détail, surtout que vous êtes connu, en fait, du grand public, surtout depuis la commission sur les accommodements, comme sur Bouchard-Taylor, où, vous étiez connu comme un assistant de Charles Taylor, qui est votre maître à penser. Ça a été ça a été un de mes mentors, quelqu'un dont je suis encore très proche. Il y a quelque chose que j'ai toujours admiré avec Charles Taylor, et c'est quelque chose que je crois qu'il faut dire publiquement. Ces temps-ci, à 82 ans, il se remet dans le débat, il s'attire parfois des foudres, et donc il y a quelque chose que je crois qui doit être dit. Charles Taylor est un de ces philosophes qui a eu énormément d'étudiants, énormément de gens qui l'ont suivi, mais il n'a pas fait école. Il n'a jamais, dans sa manière de se présenter à ses étudiants, insisté, que ce soit explicitement ou implicitement, pour que ses étudiants le suivent. J'ai écrit beaucoup de textes, parmi mes premiers textes même, où je critique des positions de Taylor, et je pense que cela lui fait beaucoup plus plaisir que s'il avait créé une école d'épigones, une école de gens qui l'auraient suivi de manière servile. Alors, bon, si vous regardez les gens à travers le monde philosophique anglo-saxon, allemand, francophone que Charles Taylor a formé, vous
trouverez une formidable variété de positions philosophiques et très peu de tayloriens. Hein, il y a des gens qui ont été marqués par Taylor. Moi, si je fais de la philosophie, c'est sans doute parce que j'ai rencontré Charles Taylor à un moment donné à McGill. Mais je ne suis aucunement un taylorien et je pense que Charles est ravi que je ne le sois pas. Oui, en fait, l'entrevue porte sur vous et non pas sur Taylor, mais vous m'ouvrez la porte. Vous dites que le philosophe doit s'impliquer dans la société. Vous parlez même de philosophe partisan à un moment donné. Vous dites il y a pas de mal à ce que le philosophe soit partisan. Ben, on a un exemple avec Taylor dans le débat sur les valeurs. Quand il dit que la charte des valeurs, ça fait penser aux errements politiques de Poutine, il y a quand même une caricature de la position adverse. Sûrement. Non? Et enfin, vous lui poserez la question vous-même. Oui. Je crois que son opposition est toujours aussi ferme qu'elle l'a été le jour où il a dit ça. Vous savez, quand on intervient souvent dans le débat public, parfois il y a des expressions, des tournures de phrases qu'on aimerait bien ravoir. Hein? On parle d'un gardien de but des fois là, qui aimerait bien ravoir un but. Je pense qu'il y a des affirmations qu'on aimerait bien pouvoir dire différemment, mais une fois qu'elles sont lâchées dans le public, ben, elles ne nous appartiennent plus. Et je me demande si celle-là n'appartient pas à cette catégorie. Le philosophe Daniel Weinstock, professeur à la faculté de droit de l'Université McGill, que vous retrouverez sur le site de l'émission Le 21e. Ici Radio-Canada, première. Pour ce qui est de la commission Bouchard-Taylor, où vous avez joué un rôle, peut-être, vous étiez dans le comité conseil, là, avec plusieurs autres intellectuels québécois, mais vous aviez un rôle un peu particulier, vous étiez un peu un leader d'une certaine frange de ce groupe-là, plus proche de Taylor, donc plus proche des conclusions du rapport et de la forme d'analyse. Et il y a une question que je voudrais vous poser. Quand vous dites les difficultés de débattre et tout ça, la caricature de l'autre, il y a beaucoup de gens qui ont reproché au rapport et même à l'ensemble des travaux de la commission une espèce à la limite de mépris pour la majorité canadienne française, en caricaturant un peu, en disant il n'y a pas vraiment eu de crise, c'est des gonflages médiatiques, c'est des gens qui comprennent pas, qui réagissent mal. Est-ce qu'il n'y a pas eu ça? Est-ce que vous l'acceptez ou non? Ça? Je le placerai ailleurs. Vous savez, bon, vous avez mon rôle à l'intérieur de la commission était de conseiller. Oui. Si je me suis un peu démarqué de par ma présence, c'est parce qu'à un moment donné, pour des raisons qui leur appartiennent, les deux commissaires ont décidé que pendant la période de travail de la commission, ils se tiendraient avec un certain écart par rapport aux médias. Mais il fallait quand même qu'il y ait des relations avec les médias et parmi les 15 que nous étions, tous n'étaient pas aussi à l'aise à se mettre devant un micro ou devant une caméra. Et donc, c'est pour ça que j'ai peut-être eu un rôle peut-être un peu plus important du point de vue, disons, de la visibilité que d'autres. Médiatique, oui. Ouais. Moi, ce que je dirais, bon, je ne partage pas tout ce qui a été écrit dans le rapport. Une chose que je continuerai à croire, et c'est d'ailleurs confirmé par une nouvelle qui est rapportée là le jour que nous parlons aujourd'hui, il y a la commission de l'association des établissements de santé du Québec qui a fait une déclaration dans laquelle elle dit écoutez, nous on n'a pas vraiment de problème, hein, des problèmes, des plaintes qui ont été faites par des utilisateurs de services parce que quelqu'un porterait il y en a eu 3 dans les. On parle particulièrement du voile, je pense. Hein, du hijab. On parle du voile, je pense qu'on parle du voile. Jean Dorion, dans son livre Inclure, dit de manière très juste que s'il n'y avait pas eu le voile, c'est pas pour des kippas et des turbans que nous en serions là où nous en sommes. Je pense que c'est important d'être honnête sur ce point-là. Et donc, je continue à croire que les Québécois, dans les institutions publiques, les écoles, les tribunaux, les hôpitaux, ont trouvé des moyens très créatifs qui ne se réduisent pas à des formules. Là. La manière d'accommoder est souvent très contextuelle, ce qui veut dire accommoder dans un contexte, ça ne veut pas vouloir dire la même chose dans un autre contexte. On trouvé des manières d'accommoder qui ont, grosso modo, très bien marché. Je vous donne un exemple. Pour moi, le déclencheur de la crise que nous vivons maintenant depuis 7-8 ans, il y a eu différents chapitres, mais au fond, ça dure depuis 7-8 ans, ça a été la décision de la Cour suprême dans l'affaire Multani. Multani, vous vous souvenez, c'est ce jeune Sikh, donc montréalais, qui s'est présenté à l'école avec un kirpan, donc un petit couteau, qui était tombé par terre. Un responsable dans l'école l'avait ramassé, avait dit qu'est-ce que c'est que cette affaire. Il y avait eu une rencontre entre l'école et les parents.
Et ils en étaient arrivés à un accommodement spontané, conclu donc entre eux, que le garçon pouvait porter donc ce couteau qui a une force symbolique très importante dans la religion sikh, et mais à condition qu'il le mette dans une sorte d'étui qui serait très difficile d'accès, un peu tricoté, serré, cousu, et ça avait fait l'affaire de tout le monde. Le sikh pouvait se dire que sa responsabilité religieuse était satisfaite, et l'école répondait aux besoins de sécurité donc des autres enfants. C'est au moment où c'est arrivé à la commission scolaire que cet arrangement a été renversé. Donc, si on s'en était tenu à ce que dans l'institution, les parents et la famille avaient réussi à conclure, cette affaire n'aurait jamais été dans les manchettes. Ouais. Donc, je crois que sur le plancher des vaches, ça se passe plutôt bien. Faut regarder le nombre. Hein. Je pense qu'un des défauts de tout ce débat, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la manière par laquelle le Parti québécois a décidé d'aborder cette question, c'est que nous sommes dans le règne de l'anecdote, dans le mon voisin a fait ceci, plutôt que dans le domaine de l'étude sur le grand nombre. Évidemment, vous, moi, tout le monde à Montréal a probablement vécu un incident, a été témoin d'un incident où ça s'est pas très bien passé. Mais ce qu'il faut regarder, ce n'est pas l'anecdote, c'est le grand nombre. On ne fait pas de la politique, on ne légifère pas, on ne limite surtout pas les droits pour des questions d'anecdotes. Et c'est ce refus donc de regarder le grand nombre, je crois, qui a un peu étonné les commissaires et qui les a amenés à dire, écoutez, par-delà les épisodes, par-delà les petites anecdotes croustillantes, ça se passe plutôt bien. Loin d'être méprisant pour le Québécois ordinaire, moi, je pense que c'est plutôt une manière de dire aux Québécois, vous êtes plutôt bons. Hein? Moi, je voyage autour du monde, je vais en France, donc un pays qui a d'autres problèmes. Qui a d'autres problèmes. Et qui a une culpabilité coloniale que nous, on n'a pas. Tout à fait. Mais je peux vous dire que, qui se compare, se console, je ne connais pas vraiment d'autres sociétés dans lesquelles, sur le plancher des vaches, encore une fois, et mettant de côté la rhétorique, on ait une culture de l'intégration au quotidien qui soit aussi harmonieuse que celle que nous avons ici au Canada de manière générale et au Québec de manière particulière. Alors, plutôt que d'y voir du mépris, moi, Vous êtes au Québec de manière particulière? Dans les régions où il y a énormément d'immigration, Montréal est une ville où je crois que les rapports interethniques sont plutôt bons. Vous savez, Toronto est une ville qui est beaucoup plus multiethnique que ne l'est Montréal. En 2017, on nous dit que Toronto sera une ville où il y aura plus de gens nés à l'extérieur du Canada qu'à l'intérieur. Ouais. On n'en est pas là à Montréal. Cela dit, mes amis et collègues du Centre d'études ethniques des universités montréalaises ont mis pendant des années sous la loupe un quartier qui est remarquable à l'échelle nord-américaine, qui est le quartier Côte-des-Neiges. Parce que ce qui arrive à Toronto, c'est qu'il y a une certaine quand même fragmentation de l'échiquier interethnique. Les Indiens de certaines parties de l'Inde habitent ici. C'est plutôt une sorte de mosaïque. Alors que Côte-des-Neiges... C'est plus européen comme organisation, des ghettos, dans le fond. Ouais. Alors que Côte-des-Neiges, c'est un quartier où, plutôt que de se succéder, les groupes ethniques s'accumulent. Il y a un bout de rue que je fréquente depuis que je suis enfant, parce qu'il y avait un restaurant juif que mes parents aimaient fréquenter dans là, on rentre vraiment dans la petite poutine montréalaise. Il y a un centre d'achat quelconque qui s'appelle le centre d'achat Van Horn, où il y a un restaurant juif qui s'appelait le Brown Derby, où on aimait bien aller. C'est un tout petit centre d'achat. Tout petit centre d'achat de rien du tout. Maintenant, vous prenez... À l'ancienne, là, pas les grands. Non. On stationnait à l'extérieur, puis un strip mall, comme disent les Anglais. Voilà. Et vous prenez ce petit bout de Van Horn maintenant qui va à peu près de Côte-des-Neiges à, disons, des Caries, et vous avez le magasin d'objets religieux juifs qui côtoie le restaurant filipino, qui côtoie le restaurant chinois, qui côtoie... Donc, c'est vraiment un quartier dans lequel, et je pense que c'est unique et c'est quelque chose à célébrer, dans lequel la multi-ethnicité n'a pas donné lieu à ce que craignent parfois les Québécois, c'est-à-dire une sorte de ghettoisation de la communauté. Je pense, et je continue à penser, je le dirai avec mon dernier souffle, que ça se passe plutôt bien au Québec pour ce qui est de l'immigration, nonobstant les incidents individuels, nonobstant les anecdotes. Mais j'en reviens à ce que j'ai dit,
les commissaires ont eu raison de dire et ont, je crois, célébré un certain génie québécois plutôt que de mépriser qui que ce soit en disant on est plutôt bon dans la job. Enfin, le rapport n'a pas été perçu comme ça. Vous le dites de façon extrêmement sympathique. Mais écoutez, vous savez, il y a ce qu'on appelle le spin, hein, oui, le rapport. Bien sûr, bien sûr. Je me rappelle, j'ai été très fâché par cela. Le rapport a été coulé. Des parties du rapport ont été coulées la veille de son. Et on n'a pas coulé n'importe quoi. Daniel Weinstock, membre de la commission Bouchard-Taylor, que vous retrouverez sur le site du 21e à Radio-Canada. Votre position à vous. Oui. Vous êtes un intellectuel juif de gauche, québécois, montréalais, dont athée, en plus. Oui. Vous vous dites vous-même athée. Tout à fait. Et puis vous dites, il n'y a pas de raison d'interdire le voile, qui est un signe religieux, il faut bien le dire, peut-être pas ici, mais d'oppression dans le monde, particulièrement en Afrique du Nord et dans les pays d'Arabie, dans la zone d'influence arabe dans cette région-là. Et, comme on dit certaines intervenantes, je me souviens plus du nom de la dame, mais qui avait dit c'est un voile taché de sang. Jamila Benhabib ou non, c'est une autre intervention. Et vous, comme plusieurs personnes qui disent qu'il ne faut pas interdire le voile dans la fonction publique, vous dites, on n'a pas à tenir compte de ça. Pourquoi le Québec pourra-t-il s'abstraire de l'histoire du monde? Je crois que c'est une force d'une société comme la nôtre de pouvoir intégrer des gens qui, s'ils étaient encore dans leur pays d'origine, seraient dans des conflits horribles, ensanglantés, et de désamorcer les symboles de ces, de faire de sorte que lorsqu'ils sont ici, ils sont sinon anodins. Ils peuvent le Québec a donc ce pouvoir de par la culture des droits qui la caractérise, de par l'harmonie sociale générale qui caractérise le Québec, de pouvoir libérer les femmes qui veulent porter le voile pour toutes sortes de raisons, y compris par coquetterie parfois, de le faire pour toutes sortes de raisons sans avoir à tenir compte de ce qui se passe ailleurs. Écoutez, une analogie, je peux très bien imaginer qu'un Palestinien qui à Hébron aujourd'hui ou sur la bande de Gaza perçoive un Juif en Israël ou dans les territoires occupés qui porte une kippa pourrait voir la kippa comme étant un signe lourd de toutes sortes de significations, lourd de la colonisation donc des territoires palestiniens. Je ne pense pas qu'un juif à Montréal ait à tenir compte de cela et au contraire, j'ai une anecdote. Il y a dans mon quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal un magasin iranien que j'aime beaucoup fréquenter, donc une épicerie. Et un jour, je discutais avec un des propriétaires et il semblerait qu'on m'identifie très facilement comme étant un juif d'Europe de l'Est de par ma manière d'être. Et il m'a dit, vous savez, ce qui est formidable avec ce pays, c'est que si nous étions là-bas, nous serions des ennemis jurés. Ici, nous sommes des frères. Et ça m'avait beaucoup ému. L'Iranien qui vous dit L'Iranien qui me dit ça. Oui. L'Iranien qui me dit ça. Nous pouvons recréer nos liens ici. Nous pouvons recréer nos relations ici d'une manière qui est libérée des tensions, des oppressions de ces pays-là. Donc, effectivement, je crois devoir répéter ce qui me semble être une évidence. Nous ne sommes pas en Algérie, nous ne sommes pas en Cisjordanie, nous ne sommes pas dans les territoires occupés et nous devons voir comme étant une force de notre société de pouvoir libérer les gens à faire ce qu'ils veulent faire et y compris apporter des signes qui là-bas seraient effectivement lourds d'une certaine signification pour les raisons qui leur appartiennent. Et quand on parle aux femmes qui portent le voile à Montréal, on trouve une variété de motifs, parfois la coquetterie, comme je l'ai dit, parce que mes parents ne veulent pas que je le fasse. Ça, on l'entend souvent, des parents, et ça, c'est quelque chose qui est au-delà de la communauté arabe, musulmane, ou ce qu'on veut. On s'intègre, de l'adolescence, et je crois que ce serait quelque chose de terrible, que si le résultat de tout ce qu'on est en train de vivre maintenant serait de transformer le voile en un badge de résistance, mais il l'est déjà un peu. Les familles musulmanes intégrées, qui veulent que leurs enfants fassent comme tout le monde, une manière de faire suer ses parents, c'est de dire, moi, je vais le porter, mon voile, moi, je vais la porter, ma kippa. Et suer, c'est le mot poli. Oui. Voilà, exactement. Donc, encore une fois, je pense que nous avons tendance à ne pas reconnaître la force intégratrice de notre société et la force qu'a notre société pour prendre ce genre de symboles, les désamorcer de leur signification, les significations qu'ils auraient ailleurs, et de permettre aux gens de les porter librement pour les motifs qui leur appartiennent. Oui.
Il y a donc cette différence entre ce qui se passe ailleurs et ce qui se passe ici. On n'est pas, comment dire? C'est parce que le piège dans ce raisonnement, c'est comme si on était en dehors du monde. On est tellement loin, on est en Amérique, il n'y a pas de voisins, on n'est pas dans l'Europe qui a connu toutes les guerres, etc. Oui. Donc, nous, on peut faire des choses qui tiennent pas compte de la signification profonde de l'histoire des peuples. Je dis pas qu'il faut en faire abstraction. Je pense que nous devons être solidaires de manière réelle plutôt que symbolique, c'est-à-dire d'appuyer des mouvements politiques, d'appuyer des mouvements des OGN internationaux qui font du travail de fond, par exemple pour améliorer le sort des femmes dans des pays qui sont encore fortement sexistes. Mais je pense que, encore une fois, notre société est bâtie autour des libertés individuelles, oui. Du fait que les libertés individuelles ne sont pas sans limite, mais pour les limiter, il faut pouvoir faire un argument de nécessité urgente présente. Et encore une fois, je ne pense pas que la meilleure façon d'aider les femmes là-bas, par exemple, soit d'interdire à nos citoyennes musulmanes ici de porter le voile. Qu'est-ce que c'est la meilleure façon? La meilleure façon de les aider là-bas, oui. Je reviens à ce que j'ai dit, c'est d'avoir une politique étrangère qui est progressive, c'est d'identifier et d'appuyer les mouvements sociaux, les partis politiques, les OGN les ONG, pardon. Oui. Les OGM, c'est autre chose. Les ONG qui défendent les droits des femmes, oui. Des mouvements, qui construisent des écoles pour les femmes en Afghanistan, etc., qui font du travail de fond pour qu'elles soient voilées ou non, les jeunes filles reçoivent une éducation, n'aient pas à avoir peur pour leur vie en allant à l'école, etc. C'est ça le vrai travail que nous devons faire, en nous rendant bien compte du fait que le monde étant ce qu'il est, fait de pays souverains qui n'ont qu'une influence partielle les uns sur les autres, notre influence ne pourra être que partielle. Mais encore une fois, identifier les sources du problème plutôt que leurs épiphénomènes. Le voile est un épiphénomène. Si nous voulons que le voile tombe, ce n'est pas en l'interdisant qu'il tombera, mais en faisant de sorte que les femmes puissent prendre leurs propres décisions dans ces sociétés-là, libres de tout danger. Quel est votre rapport, étant donné que vous êtes juif, vous revendiquez vous-même le statut d'intellectuel juif, ce qui veut dire quelque chose, parce que c'est une longue tradition, oui, l'intellectuel juif dans la civilisation occidentale. Quel est votre rapport à Israël? Mon rapport à Israël est un rapport, disons, je dirais, compliqué. Commençons par le côté positif. Je m'identifie à une tradition qui a surtout été une tradition de la diaspora, donc de la communauté juive dispersée par toutes sortes de mouvements historiques, aussi bien récents que enfouis dans l'histoire. Ça veut dire que vous n'êtes pas sioniste. Je ne suis pas zioniste au sens où je crois au droit d'Israël d'exister, tout à fait. Mais je crois qu'au nom d'Israël, on ne peut pas justifier tout et n'importe quoi. Il m'a toujours semblé étonnant, triste, que bon nombre de mes co-religionnaires ne comprennent pas que c'est presque une nécessité logique que de reconnaître le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, puisque nous-mêmes revendiquons le même droit. Les Juifs en Israël revendiquent le droit de pouvoir avoir une terre à eux, pour toute l'importance symbolique et pratique que le fait d'avoir un État souverain peut avoir. Et pour moi, c'est comme une sorte de conséquence logique de cette prise de position que je comprends, que d'attribuer le même droit aux autres et certainement de ne pas être l'artisan du déni de ce droit. Or, je déplore donc souvent les agissements d'Israël aujourd'hui, le fait que se réduisent comme une peau de chagrin les territoires sur lesquels les Palestiniens pourraient tabler dans la construction d'un éventuel État palestinien, centimètre par centimètre, kilomètre par kilomètre, des territoires, des nouvelles colonies sont en train d'être créées, qui sont en train de créer des faits sur le terrain qui rendront beaucoup plus difficile la création d'un État palestinien avec une intégrité territoriale correct, même si ce jour devait arriver. Alors, mon rapport est compliqué. Cela dit, je ne conteste absolument pas le droit d'Israël à exister. Je crois que parfois Israël... Alors, ce qui rend le rapport compliqué, c'est que
il ne fait aucun doute que Israël est parfois le paravent, la cible facile pour des gens qui, je crois, sont motivés par des sentiments qui sont carrément antisémites. Oui, mais aujourd'hui, on taxe d'antisémitisme quelqu'un qui est contre la politique actuelle du gouvernement israélien. On dit c'est la nouvelle forme d'antisémitisme. Alors, je pense qu'il faut pouvoir faire la part des choses. Je pense que quelqu'un qui critique les agissements actuels de l'État d'Israël est quelqu'un qui critique les agissements actuels de l'État d'Israël, point final. Il ne dit rien sur le judaïsme, il dit quelque chose sur un État particulier, à un moment donné particulier de son histoire. Et un système politique particulier. Donc, je crois qu'il faut pouvoir faire la part des choses, et notre responsabilité en tant que Juifs est de faire un effort pour séparer les deux choses, pour ne pas tomber dans la facilité qui consiste à dire écoute, je vais même pas t'écouter, ton argument, je vais même pas t'écouter, t'es un antisémite. D'ailleurs, quand on va en Israël, et je vais souvent en Israël, j'y ai passé 2 semaines, j'ai donné des cours et des conférences il y a pas longtemps, j'ai des bons amis là-bas. C'est quelque chose qu'on entend davantage ici que là-bas. Lorsqu'il y a des critiques de l'État d'Israël en Israël, que ce soit d'intellectuels palestiniens ou même d'intellectuels dissidents en Israël, d'intellectuels venant d'ailleurs, les Israéliens font très bien la part des choses. Je pense que cette assimilation entre antisionisme et antisémitisme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent dans la diaspora que là-bas. Là-bas, on fait la part des choses. On se rend compte que l'un n'implique pas l'autre. On fait la part des choses, mais pas dans le gouvernement. Pas dans le gouvernement actuel. Pas dans l'armée, dans l'action de l'armée. Et hors l'armée, c'est les jeunes qui ont 19 ans qui sont conscrits. Ouais. Vous savez, ce qui me désole, quand je suis allé en Israël pour la première fois, ça remonte à longtemps, une trentaine d'années, on sentait vraiment une sorte de vent d'espoir. Il n'y avait pas d'animosité envers les Palestiniens. Je me rappelle que j'avais été dans la vieille ville de Jérusalem. Des jeunes Palestiniens nous avaient adressé la parole à moi et mes amis. On avait discuté pendant des heures. Ils nous avaient invités dans leur village, voir leur université, etc. Il n'y avait aucune préoccupation de sécurité. On passait dans les territoires occupés sans aucun problème. Aujourd'hui, il y a un durcissement de part et d'autre. Il y a un durcissement de part et d'autre qui vient tout simplement de la fatigue, qui vient de tant d'années de guerre larvée, tant d'années d'occupation. Il y a une génération en Israël qui maintenant a grandi dans un certain discours qui a tendance à démoniser l'autre. Et c'est la même chose de l'autre côté. Quand on regarde les livres d'histoire que les jeunes Palestiniens ont dans leurs écoles, c'est à pleurer. C'est vraiment à pleurer. L'histoire juive est complètement dénaturée. Donc, c'est une situation qui m'attriste énormément parce que j'y voyais plus d'espoir il y a une trentaine d'années qu'aujourd'hui, certainement. C'est assez triste, en effet. On voit pas beaucoup d'espoir. Je pense que c'est Marek Alter qui disait oui, mais les Allemands et les Français se sont réconciliés, mais ça a l'air pire. Vous savez, faut y aller pour se rendre compte à quel point on parle d'un territoire qui est minuscule. Israël et la bande de Gaza et la Cisjordanie rassemblés, ça fait à peu près la taille, j'ai envie de dire, de l'île de Montréal. C'est un peu plus grand que ça, mais pas beaucoup. On va de Jérusalem à Tel Aviv, les deux grandes villes d'Israël, en 45 minutes. Ça prend plus longtemps aller d'ici à, je sais pas moi, à Montréal-Québec. Montréal-Québec, même Repentigny, ça prend plus de temps. Ça dépend du trafic. Ce sont des territoires minuscules. Les gens se regardent vraiment dans le blanc des yeux. Votre ennemi, c'est pas un ennemi fictif à des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres. Il est de l'autre côté de la colline. Et le fait qu'on se dispute pour des lopins de terre qui sont vraiment très identifiables, pour de l'eau également, c'est quelque chose qui rend la situation beaucoup plus difficile. On voit difficilement de part et d'autre, je pense que c'est une erreur, mais la perception est qu'on n'a pas grand-chose à donner, tellement sont exigus les territoires dont on parle. Le philosophe Daniel Weinstock, très éloquent sur la Palestine et beaucoup d'autres sujets. Vous pourrez le retrouver sur le site du 21e. Ici, Radio-Canada, première. On va revenir chez nous, Daniel Weinstock. Oui. Vous avez fait un scandale de la prorogation de la Chambre des communes par le gouvernement Harper. Vous avez dit, il y a quelques années, quand M. Harper avait congédié la Chambre des communes
sans que la session soit vraiment terminée. Vous en avez fait un geste antidémocratique. Je pense que c'est vous qui avez été le plus scandalisé de cette affaire-là, même si beaucoup de gens trouvaient ça un peu grossier, mais vous en avez fait une affaire d'État. L'affaire d'État est venue quand ça s'est produit la première fois, donc en 2008. En 2008, voilà. Si je ne m'abuse. J'avais eu une sorte de choc et la manière pour un intellectuel d'essayer de passer à travers, c'est de se mettre à écrire quelque chose. Mm-hmm. Et j'avais écrit donc un texte très rapidement que j'avais fait circuler à certains amis, des constitutionnalistes, des politologues, en leur disant, écoutez, je pense publier cette lettre. Est-ce que je suis en train de dire des âneries des experts constitutionnalistes? Là, je voulais quand même avoir l'heure juste. Et alors, j'ai eu des dizaines et des dizaines de courriels. Ça fait boule de neige de gens qui me disaient, non seulement tu dis pas des âneries, mais j'aimerais bien en être signataire. Et je t'ai pas demandé la permission, mais je l'ai passé à 10 de mes amis qui, je pense, voient les choses de la même manière. De telle sorte que 24 heures après avoir rédigé mon petit texte sur mon sofa à la maison, j'avais une centaine de personnes qui voulaient signer le document avec moi. Ce n'était pas prévu. Donc, s'il y a eu un éclat, c'était un peu à mon corps défendant. Cela dit, je pense que il y a un problème démocratique pour la raison suivante. Prenons nos amis du Sud. Comment est-ce qu'ils font de sorte que les abus de pouvoir des politiciens soient évités? Par une construction constitutionnelle que l'on connaît bien ces temps-ci, qui font que il y a des checks and balances. Le président ne peut pas faire ce qu'il veut parce que le Congrès peut lui dire non. Les deux chambres peuvent se tirer des balles dans les pieds. Il y a véritablement une sorte de système de poids contrebalancés qui font de sorte on voit bien que ça leur rend la vie impossible. Ça leur rend la vie très difficile. Le président Obama est pas libre de ses politiques. À aucun pouvoir. Il n'y a pas de discipline de parti. Quand le président Obama a décidé qu'il voulait une politique de santé très différente de celle qu'ils ont actuellement, non seulement ils ne pouvaient pas compter sur les politiciens républicains élus à la Chambre à l'Assemblée législative là-bas, ils ne pouvaient même pas compter sur ses propres sénateurs. Il y en a 8 dans sa députation, qui ont voté contre lui. Donc, dans un système comme celui-là, c'est sûr que les abus de pouvoir sont très difficiles. Par contre, il est difficile de faire quoi que ce soit. Chez nous, on a une tradition héritée de l'Angleterre très différente. On dit souvent, et je crois que c'est vrai, que le bureau du premier ministre du Canada concentre de la manière la plus concentrée le pouvoir de tous les systèmes du monde. Quand vous avez la discipline de parti, vous pouvez dire à vos députés dissidents, écoute, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Et quand de l'autre côté, vous avez un Sénat qui est comme le nôtre, qui n'est pas très puissant, qui n'a pas vraiment de pouvoir constitutionnel fort, l'exécutif, le gouverneur général, c'est encore une fois une sorte de fiction, au fond, vous êtes tout seul avec vous-même. Pouvoir royal. En principe, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Il y a des contraintes qui ont un statut, certains constitutionnalistes diraient, quasi-constitutionnel, qui vient de leur caractère traditionnel. Donc, prenons le cas de la prorogation. Pourquoi est-ce que le premier ministre a le droit de proroger? C'est parce qu'à un moment donné, on lui donne le droit de juger que l'agenda législatif qu'il a donc mis de l'avant pendant le dernier discours du trône a été plus ou moins épuisé et qu'il est temps de donner un nouveau coup à la Chambre des communes en introduisant un nouvel agenda. Fermer la session et faire un nouveau discours du trône. Parfois, la prorogation, c'est quelque chose qui peut se faire sur 2 heures. Là, on proroge et on reprend. Mais l'idée, c'est que le premier ministre en fait une utilisation qui est, je voudrais dire, guidée par le bien commun plutôt que par des intérêts partisans tactiques. Alors rappelons-nous du contexte en 2008. Il y avait la menace, le gouvernement était tout jeune, il n'avait pas du tout épuisé son agenda législatif, il y avait énormément de projets de loi qui étaient encore sous étude, et il y avait la menace donc d'une coalition qui aurait pu forcer des élections ou même destituer le gouvernement pour le remplacer par une coalition de libéraux, de néo-démocrates avec l'appui des bloquistes. Et là, la prorogation a été faite pour des raisons, je dirais, tactiques, pour éviter que quelque chose qui est normal dans un processus démocratique, c'est-à-dire que l'Assemblée législative décide d'aller d'un bord plutôt que de l'autre, que ce processus soit bloqué. En 2009, c'était un peu la même chose. C'était le moment où les pieds commençaient à chauffer au gouvernement Harper à cause des questions très insistantes qui venaient de l'opposition sur la question des prisonniers afghans et du rôle du Canada. On a décidé de proroger l'Assemblée, le Parlement. On a laissé passer les Olympiques de Vancouver pour que les Canadiens reprennent un peu là de bonne humeur. Et quand on est revenu, c'est comme si rien ne s'était jamais passé. Donc,
il n'y a pas que ça avec le gouvernement Harper. Il y a l'utilisation de ce qu'on appelle communément les lois mammouths, là, les lois omnibus, oui. où on essaie de passer toutes sortes de choses en un seul tenant, sans qu'on puisse véritablement en faire une véritable délibération démocratique. En même temps, là, on charge beaucoup le gouvernement Harper, mais vous avez dit vous-même précédemment que depuis, en fait, la commission Gomery, on sait que le bureau du premier ministre concentre un pouvoir indu et est à la limite antidémocratique. Oui. Et donc, parlons du rapport Gomery. C'est un livre que nous avons tous, j'en suis sûr, sur notre chevet, une de nos lectures préférées. Vous savez, on a cette tendance au Canada, et je pense qu'au Québec, on est la main dans la main avec nos amis canadiens anglais. Il y a des problèmes, il y a des scandales. On nomme des commissions. On a la commission facile au Québec. Et on va souvent donner des responsabilités à des gens remarquables. Taylor Bouchard, le juge Gomery, le juge Bastarache, dans le cas de la nomination des juges. Des gens qui sont remarquables, qui font un travail remarquable, qui produisent des recommandations dans des rapports qui sont vraiment importantes. Et on les remercie. On place le rapport dans le plus profond des tiroirs et on se dit la crise est passée, on n'a rien à faire. Le gouvernement, le rapport Gomery avait quand même fait des propositions très concrètes sur la manière d'éviter cette concentration du pouvoir, qui ont été complètement passées sous silence. On n'en parle plus aujourd'hui. Le problème, donc, auquel la concentration du pouvoir, c'est quelque chose qui, je pense, pose un grave problème pour la démocratie canadienne. Mais on est passé à autre chose. On ne semble plus. Mais parce que de toute façon, c'est pas un rapport de commission qui peut changer un régime politique. Ça prend beaucoup d'efforts changer un régime politique. Ça prend des grands gestes de révolte, des manifestations habituellement. Sanglantes dans plusieurs pays. Tout à fait. Quoique, vous savez, je pense pas le résultat d'un rapport. Je pense que nous avons tort de sous-estimer, de penser que nos politiciens, d'être trop pessimistes, d'être trop peu exigeants à l'endroit de nos politiciens. Je vous donne un exemple qui, moi, m'a toujours frappé. La Colombie-Britannique a, sous le premier ministre libéral, dont le nom m'échappe tout d'un coup, décidé il y a quelques années de se lancer dans une aventure absolument épique, qui n'est pas arrivée à son but final, la réforme du système de scrutin. Donc, il y a eu des assises, il y a eu une sorte d'assemblée constituante, des études. Ça a été vraiment un processus très intéressant qui a été initié par un gouvernement qui n'avait aucune raison politique de le faire. Si vous êtes au gouvernement, c'est que par définition, vous bénéficiez du système qui vous a porté au gouvernement. Et pour des raisons, encore une fois, il faudrait écrire la biographie intellectuelle du premier ministre de la Colombie-Britannique qui a lancé ce processus. Il a décidé que ce serait une bonne idée parce que les arguments qu'il avait entendus... Mais ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti parce que, moi, je vous donnerai deux raisons. Premièrement, ils ont choisi, la commission qu'il a nommée a choisi la mauvaise réforme. Un système d'une complexité qui fait de sorte que même des profs d'université comprennent pas exactement comment ça fonctionnerait. Et deuxièmement, ils ont placé la barre extrêmement haute. Il fallait, si je me souviens bien, que il y ait 60% du vote, mais 60% du vote dans 60% des circonscriptions. On parle souvent de 50% plus 1 dans le cas d'un référendum au Québec. Là-bas, ils avaient placé la barre extrêmement haute. Et donc, ce n'est pas que ça n'a pas réussi. Je pense qu'il y a eu un débat très intéressant, un débat qui a porté sur des enjeux fondamentaux de système démocratique. En ce sens, ça a été une réussite parce qu'au moins on a débattu de vraies choses. Voilà. Mais Daniel Weinstock, c'est tout le temps qu'on a. C'est terminé déjà. J'aurais voulu vous parler du post-humain, mais ce sera pour une autre fois. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci.